Il y en a tutti dans le monde de la politique, voir son nom dans les colonnes du Canard enchaîné un mercredi matin est quelque chose que l'on aimerait éviter. Et pourtant, c'est ce qui arrive ce mercredi à Alex Vinciguerra, président de l'ADEC. Celui-ci détiendrait, toujours selon le journal, le titre d'élu le mieux rémunéré de France. Dans le détail, c'est celui-ci ne percevrait que, entre guillemets, 3 300 € en tant que conseiller territorial et président de l'ADEC. Ce salaire serait très largement rehaussé par sa rémunération pour diriger la CADEC de 15 265 € net par mois. Autrement dit, une rémunération de 19 105 € qui dépasserait y compris celle du président de la République, toujours selon le Canard enchaîné. Nous sommes toujours sans nouvelles de Pascal Leclerc, un Sartonnais de 74 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis vendredi. Les gendarmes poursuivent les recherches, pour l'instant sans réussite. Ces derniers sont aidés dans leurs tâches par la famille, des amis du disparu et plus généralement des Sartonnais. Il faut dire que Pascal Leclerc est un homme qui souffre de troubles de l'orientation. Les recherches se poursuivent encore ce mercredi avec l'espoir de le retrouver. Rappelons que Pascal Leclerc mesure 1,70 m, c'est de corpulence normale. Il a les yeux noisettes verts, est mal rasé et porte des lunettes. Il a les cheveux gris et était vêtu d'un sweat bleu marine avec le logo de l'OM au moment de sa disparition. Si vous le retrouvez ou avez des informations permettant de le faire, contactez la gendarmerie de Sarthet au 04 95 77 01 17 ou plus simplement au 17. Arnaud Benfeitou, 28 ans, passait ce mardi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio ou en Corse du Sud. Ce dernier était accusé d'avoir agressé le compagnon d'une conductrice de bus à l'aide d'un tesson de bouteille. Le coup a été porté après que ce dernier ait demandé à l'agresseur de descendre du bus en raison de son état d'ébriété. Arnaud Benfeitou, un SDF qui se trouve en Corse depuis 3 mois, a reconnu les faits, même s'il considère que ce n'est pas lui qui a porté le premier coup. Finalement, l'accusé a écopé de 3 ans de prison ferme pour l'agression, mais aussi pour des insultes proférées à l'encontre de la conductrice de bus et pour des dégradations réalisées lors de sa garde à vue au commissariat d'Ajaccio. Le maire d'Ajaccio, Stéphanus Brage, s'est félicité de la décision du tribunal qui, je cite, a sanctionné de façon exemplaire l'auteur de ces faits inqualifiables. J'espère, écrit-il, que cette décision sera également dissuasive pour tous ceux qui auraient la tentation de porter atteinte aux agents du service public. Je demeurerai particulièrement vigilant et intransigeant quant au respect strict de la sécurité des professionnels et des usagers des transports publics, a écrit Stéphanus Brage en guise de conclusion. C'est lors d'une banale patrouille que les gendarmes de Ghisonaccia en Haute-Corse ont perçu une forte odeur de cannabis provenant d'une propriété. L'enquête initiée a alors permis une perquisition qui a révélé une plantation de cannabis dans le jardin. Les gendarmes ont alors mis la main sur près de 2 kilos d'herbes de cannabis et 6 pieds de belle taille. Toutes les plantes ont été saisies par les enquêteurs. Selon les gendarmes, le mis en cause a reconnu l'ensemble des faits et comparaîtra prochainement devant l'autorité judiciaire de Bastille pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants. En social, nouvelle mobilisation syndicale au sein de la société de Nouistrade. Cette fois-ci, c'est la CGT qui se mobilise et qui a tenu un point presse ce lundi. Le syndicat, comme FO, il y a quelques jours, ne tolère pas que la direction veuille dénoncer des accords d'entreprise acquis depuis des années. Mais la CGT reproche également des manquements et des contre-vérités à la CAPA. On écoute Patrice Bossard, secrétaire général de l'UDCGT de Corse du Sud. Fin septembre, nous avons reçu un pli par voie d'huissier de la part de la direction de la SL des bus, dénonçant l'ensemble des accords collectifs qui permettent une meilleure rémunération de l'ensemble des salariés de cette société. Fait un petit peu surprenant, ils sont même allés jusqu'à dénoncer la fameuse prime de compensation pour frais de transport, la prime dite de 89 ou 95 pour le secteur privé, et l'ensemble des droits d'usage de l'entreprise. Dans un courrier qui a été adressé aux salariés, il a été dit mise en échec des concertations. Or, pendant plus de 7 semaines, nous avions porté auprès des administrateurs représentant les actionnaires, le fait qu'il fallait ouvrir des négociations pour pouvoir avancer sur des sujets et qu'il n'y ait pas ouvert de négociations pendant toute cette période-là. Et c'est pour ça que nous avions commencé l'occupation de la CAPA début juin pendant plus de 33 jours. Force est de constater que ce que nous avions dénoncé est en train d'arriver à grands pas et la situation économique aujourd'hui n'est pas sécurisée pour l'entreprise, avec un risque de cessation des paiements pour le mois de décembre. Un risque aussi, même si cette cessation des paiements n'arrive pas, de voir les salariés amputés de sommes mensuelles, 400-500 €, c'est les montants qu'on a pu entendre. Alors en tout cas, si on n'est que sur le salaire de base, le fait qu'il y ait un accord d'entreprise qui permette au fur et à mesure des accords collectifs pendant plusieurs décennies
d'augmenter d'1 € la valeur du point par rapport à environ 1 € par rapport à la valeur conventionnelle. Et bien rien que sur cet élément-là, on est à 220 € bruts pour un chauffeur de bus par mois. Ensuite, sur l'ensemble des accords collectifs, cela peut représenter la somme que vous venez d'indiquer. On se rend bien compte que c'est compliqué pour un salarié qui a donc organisé sa vie avec un niveau de rémunération de devoir en être amputé de manière aussi conséquente à très court terme. Donc la direction de l'ACAPA, de la SPL dit finalement les négociations ont achoppé. Vous dites il n'y a pas eu de négociation? Non, il n'y a pas eu de négociation au sens légal du terme, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des réunions en bilatéral avec des échanges, il n'y a jamais rien eu, ni aucune proposition chiffrée qui a été mise sur la table. Nous avons à chaque réunion demandé à avoir l'impact financier de chacune des mesures qu'ils voulaient mettre en œuvre et d'une semaine à l'autre nous arrivions et aucun chiffrage ne nous était présenté sur la mesure envisagée. Donc c'est pour ça que nous avions évoqué le fait de dire il faut ouvrir des négociations rapidement pour voir quels sont les impacts, sans dénoncer la totalité des accords d'entreprise et des usages, mais de voir au gré d'une situation les efforts qui pouvaient être accomplis, mais en même temps, il fallait aussi que les actionnaires et que l'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire la CAPA qui a la compétence, revoie aussi son contrat d'obligation de service public, puisque il y a un certain nombre de manquements quant aux charges qui ont été supportées par la SPL et qui auraient dû revenir à l'autorité organisatrice de la mobilité. Je pense par exemple sur le remplacement des bus et par exemple des moteurs qui n'ont pas été prévus dans le COSP précédent alors que c'est la norme pour l'ensemble des contrats d'OSP sur le territoire national et que là ils sont restés à la charge pure et simple de l'entreprise. Un moteur de bus peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc tout cela fragilise l'équilibre économique de l'entreprise. Et donc s'il doit y avoir des efforts, les efforts doivent être collectifs et non pas que la variable de réajustement de la masse salariale. Au vu de la réception de ces courriers, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Eh bien écoutez, nous avons donc saisi l'Institut du travail sur ce sujet, mais nous avons aussi pris conseil auprès de notre avocat. Et nous envisageons un certain nombre d'actions en justice dans les jours et semaines qui arrivent. Le député de la seconde circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombagne, a réagi suite au souhait du gouvernement de tripler la taxe sur les billets d'avion, notamment sur les liaisons Corse-Continent. Selon le député, cette augmentation serait pour les Corses une triple injustice. Premièrement, dans la seule région à ne pas posséder de CHU, prendre l'avion n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour les malades et leurs familles. Deuxièmement, cela mettrait en grave difficulté notre compagnie régionale aérienne, alors même que la continuité territoriale est fragilisée. Et enfin, troisièmement, cette taxe sert principalement au financement d'infrastructures ferroviaires dont la Corse ne jouit pas. C'est pour ces raisons que Paul-André Colombagne a déposé plusieurs amendements pour que cette taxation ne s'applique pas à la Corse. Réception officielle des chantiers des bassins de rétention Peraldi et Alzodileva 1, c'était ce mardi par le maire d'Acitadaiac et président de la CAPA, Stéphane Sbradj. Deux équipements représentant un coût total de 6 millions d'euros viennent ainsi clôturer le programme hydraulique mis en œuvre ces dernières années pour prévenir le risque d'inondation dans les quartiers des Cannes et des Salines. Acitadaiac précise qu'à Peraldi, la création d'un bassin paysager pour une capacité de stockage de 11 000 m3 devra faire face aux épisodes pluvieux importants. Une installation complétée par un collecteur de grande capacité pour l'acheminement de l'eau jusqu'en mer. À Alzodileva 1, il s'agit de l'aménagement d'un bassin d'une capacité de 9 500 m3 avec la création d'une passerelle piétonne et d'une petite aire de sport. Selon la ville, ces deux réalisations participent pleinement à la stratégie de revégétalisation conduite par Acitadaiac dans l'ensemble de la commune. En sport, au bout d'un match besogneux, le Sporting Club de Bastille a réussi à ramener un point du match nul, un but partout de son déplacement à Pau, dans le cadre d'un match en retard comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 2. En première période, le Sporting, de nouveau en 3-5-2, comme face à Clermont Foot, possédait le ballon de façon plutôt stérile. À la 24e minute, sur un corner mal négocié, Aoussou ouvre le score de la tête pour Pau. Quelques secondes après, Rodriguez trouvait le poteau, loupant de peu l'égalisation bastiaise. Dominés, les joueurs bastiais revenaient du vestiaire avec des changements d'hommes et de tactique, repassant en 4-3-3. Des changements payants, car le SCB était immédiatement plus dangereux offensivement, égalisant à la 53e minute grâce à Rodriguez, à l'affût après une relance paloise ratée.
Les joueurs de Benoît Thavenot, malgré un allant offensif confirmé, ne sont toutefois pas arrivés à marquer un second but, même en arrivant souvent non loin du but. Au classement, le SCB, 10e avec 14 points, reste à 2 points du podium. On écoute la réaction d'après-match de Benoît Thavenot, l'entraîneur du Sporting. On ne peut pas être satisfait avec la première mi-temps qu'on a fait. Après, il nous manque pas grand-chose sur la deuxième mi-temps pour l'emporter, encore une fois. On a bien réagi. Le changement de système nous a fait du bien. Je savais très rapidement que sur le premier quart d'heure qu'il fallait changer le système, mais j'avais pas les joueurs sur le terrain pour me le permettre. J'espérais avec la mi-temps à 0-0. Même en jouant avec 3 centraux, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. On n'était pas dans les bons tempos, on manquait d'agressivité et quand on mettait, on manquait de maîtrise. On subissait beaucoup de fautes. Le passage à 4 est rentré des remplaçants, dans l'ensemble des remplaçants. Ceux qui sont rentrés à 45e et ceux qui sont rentrés par la suite ont bonifié le collectif. Ouais, c'est toujours intéressant. Après, comme j'ai dit aux joueurs, il nous manque, sur les derniers matchs, il nous manque un bout à chaque fois pour prendre les 3 points. Donc si ça se répète, c'est qu'il nous manque quelque chose. Et il faut aller chercher sur quelque chose. C'est les duels qui vous font mal ce soir parce qu'il y a plusieurs occasions où vous vous trouvez en face à face et vous ne marquez pas. Ouais, on n'a pas été efficace. On n'a pas été efficace. Il nous faut trop d'occasions franches pour marquer un but. Et aujourd'hui, c'est comme ça. J'espère que ça tournera et qu'on gagnera en efficacité. Je retiens la réaction de l'équipe. Voilà, on a su faire corps, on a été positif sur la deuxième mi-temps. On a essayé de jouer, on a beaucoup mieux défendu. On a fait un vrai match de Ligue 2. La première mi-temps, c'est pas un match de Ligue 2 qu'on fait. C'est insuffisant à beaucoup de niveaux. Mais c'est un peu de ma faute parce que je les attendais un peu différemment aussi pour. Mais le coach il m'a bien eu. Embrouillé. Voilà, il m'a bien embrouillé. Pas sur la composition, mais sur l'animation. Je savais qu'ils allaient jouer avec ces joueurs-là quasiment, mais sur l'animation, très vite je me suis rendu compte qu'à 5 ça allait être un peu compliqué de défendre. Par contre, avec le ballon à 5, à 303, on pouvait faire des choses. Vous lui avez bien répondu en deuxième mi-temps, par contre. On essaie d'être là pour ça, vaut mieux faire plus de bons choix que de mauvais, mais voilà, j'ai quand même le regret de pas basculer, de pas revenir avec les 3 points sur la débauche d'énergie. Mais après, on a fait qu'une mi-temps sur 2 correcte. Ouvert début 2014, le cimetière de Londines, qui surplombe Bastille, n'aurait été qu'un havre de paix que peu de temps. En effet, rapidement, l'effondrement partiel d'un mur d'enceinte et des glissements de terrain à répétition ont rendu ce cimetière en grande partie inaccessible, sauf à des périodes charnières comme la Toussaint. Plusieurs dizaines de sépultures avaient même dû être déplacées devant la dangerosité du site, dont les travaux avaient été ouverts et conclus sous la mandature d'Émile Zuccarelli. S'en est suivi une plainte au pénal par la mairie de Bastille, qui a débouché sur un non-lieu, et de longues négociations avec les assurances, et en premier lieu celle de la SNC Vendasi qui avait livré le gros œuvre, notamment les murs d'enceinte. Ces assurances ont versé 14 millions d'euros qui ont permis à la mairie de Bastille de lancer de longs et fastidieux travaux de réhabilitation du site pour un total de 16 millions d'euros. Tous les murs devront donc être reconstruits ou très fortement renforcés, tandis que le parking a dû être démoli pour être reconstruit avec une pente moins forte. Les sépultures seront toutes accessibles pour la Toussaint et le seront pleinement par divers paliers jusqu'à la livraison totale au premier trimestre 2026. Objectif, faire enfin de ce site un lieu de paix. On écoute le maire de Bastille, Pierre Savelli. Premier trimestre 2026, on nous dit même que ça pourrait être peut-être un petit peu avant, mais on ne va pas s'engager. Pour l'instant, c'est premier trimestre 2026. L'ensemble du site d'Ondines aura enfin pas retrouvé, mais trouvé sa vocation, c'est-à-dire un lieu de repos et de recueillement. Nous, on a hâte que ça arrive. Alors les familles ont été meurtries par ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, on va vers l'achèvement de ces difficultés, de cette douleur. Donc on est assez soulagé. Et quand on voit, je disais, l'ampleur des travaux et ce qui est réalisé, on se rend compte des besoins qu'il y avait réellement pour mettre le site en sécurité. Alors concrètement, en termes d'accessibilité, qu'est-ce que ça va donner pour la Toussaint et pour la suite? Pour la Toussaint, les travaux seront peut-être mis en veilleuse et toutes les zones où se trouvent des caveaux avec des personnes inhumées seront accessibles pour les familles. Mais ça va durer le temps des vacances de la Toussaint, puisqu'ensuite vous avez vu que c'est un gros chantier, il faut le sécuriser, et pour le sécuriser, on ne peut pas imaginer que les gens puissent venir tous les jours. Les familles sont averties, on les a avertis en amont, on les a avertis déjà, vous savez que ça dure depuis 2015, donc on a réussi à être souvent en contact avec eux. Donc les familles sont informées du fait que pendant les fêtes, elles pourront accéder, et qu'ensuite, c'est un chantier itinérant, c'est-à-dire qu'ils se déplacent zone par zone, et quand une zone est en chantier, naturellement, on ne pourra pas accéder à la zone. Plus de 16 millions d'euros, mais le montant des indemnisations par les assurances, c'est 14,6 millions d'euros. Concrètement, est-ce que vous allez aussi
profiter entre guillemets de ces travaux pour refaire un peu ce cimetière de la façon dont vous vouliez qu'il soit fait à l'époque? Alors nous à l'époque on n'avait pas de vision précise sur la volonté qu'on avait de faire le cimetière. Le cimetière a été fait dans les conditions dans lesquelles il a été fait. Nous à notre arrivée aux responsabilités on s'est rendu compte qu'il y avait déjà eu quelques réserves à la réception, mais ça c'est du passé, on ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui nous on se projette vers l'avenir, on voit les travaux qui sont initiés, ce sont des travaux pharaoniques, de gros travaux, et c'est pas ce qu'il faut. La sécurisation du site nécessitait ce genre de travaux. Donc tout ça c'est du passé, les travaux sont commencés, ils sont faits par NGE Fondation et l'entreprise Antonio, ce sont les deux entreprises qui ont fait l'Aldilon, donc qui ont beaucoup de connaissances sur la sécurisation et le renforcement de structures de ce genre. Donc voilà, on est impatient que les travaux se terminent. Et je rappelle, pendant les fêtes de la Toussaint, tous les sites seront accessibles. C'est important pour les familles. C'est important pour les familles parce qu'un cimetière, c'est un lieu de recueillement, et un lieu de repos, un lieu de recueillement. Et ça n'a jamais été le cas, puisque le cimetière livré en 2014 et en 2015, de suite, on a rencontré des difficultés. Aujourd'hui, on sait que d'ici quelques mois, ce site aura trouvé sa vocation initiale, c'est-à-dire un lieu de repos, un lieu de recueillement. Ces travaux, donc, sont d'une autre technicité, au vu à la fois du profil très vallonné du site, mais également du défi technique que constitue le confortement de murs aussi grands et hauts que fragiles, les divers carreautages ayant révélé un ciment de qualité plus que médiocre. Ce sont donc 10 km de ferraillage qui seront réalisés, puisqu'à certains endroits, un nouveau mur sera construit devant le mur actuel pour soutenir ce dernier, avec de nombreux ancrages dans la roche. On écoute à présent Philippe Schilling, directeur d'études et de projets chez NGE Fondation, qui fait partie du groupement d'entreprises à l'œuvre. Oui, absolument. Ce sont des travaux techniques, ces travaux de soutènement présentent des difficultés techniques particulières, notamment le fait que, comme vous pouvez le constater, on travaille beaucoup en élévation, en hauteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas à hauteur d'homme, donc ça demande des équipements particuliers. Est-ce que le profil du site présente une certaine difficulté aussi pour vous? Absolument, c'est assez compliqué en ce sens que, d'une part, on a les problèmes liés à l'élévation, d'autre part, comme vous pouvez le voir, bien sûr, il y a les tombeaux qui sont donc en place, donc il faut à la fois les respecter, les protéger, ne rien abîmer, et ça engendre aussi des problèmes techniques liés au manque de place et au déplacement, et ainsi de suite. Et également aussi, il faut aussi qu'on fasse les travaux de manière à pouvoir libérer le plus de place possible pour que les personnes puissent venir se recueillir, donc on essaye aussi de planifier tout ça pour limiter en fait les emprises et l'occupation du site pendant les travaux. Les travaux consistent à renforcer l'ensemble des murs du cimetière, puisque donc tous les murs aujourd'hui sont considérés comme instables. Donc comment on procède? En fait, on fait des ancrages dans les murs, on carotte les murs existants, on réalise des ancrages qui vont jusqu'au rocher, et ensuite ces ancrages donc sortent des murs existants, et à l'avant de ces ancrages, on vient reconstituer un nouveau mur qui a à peu près une épaisseur de 20 à 30 cm, et qui en fait va remplacer le mur existant et qui sera ancré dans le rocher à l'arrière. Ça veut dire que ça mobilise beaucoup de matériaux aussi pour reconstituer ce mur? Ah oui, absolument, il y a beaucoup de béton, d'acier, puisqu'on a 10 km d'ancrage. On crée donc des écailles préfabriquées qu'on peut voir là-bas, qui servent de coffrage, à la fois qui ont un côté architectural, et qui vont servir de coffrage pour les bétons à l'arrière. Ça, c'est pour la partie basse. Par contre, pour la partie haute, il y a aussi plusieurs murs qui, eux, ont été intégralement démolis, et qui sont reconstruits complètement, Jackie Casanova, l'ancien directeur du CIS de Haute-Corse, nous a quittés. Il avait 72 ans. Pour Gilles Signoni, le président du conseil exécutif de Corse, Jackie Casanova a été un visionnaire, contribuant de façon décisive à la montée en compétence des CIS au plan humain et technique et au progrès de la lutte anti-feu en Corse. Jackie Casanova a également dirigé les opérations de secours le 5 mai 1992 lors de la catastrophe de Fouriagne. Ses obsèques seront célébrées ce jour en l'église de Cardo à 14h. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024, jour de la Saint-Jean de Capistran. Le temps est instable aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse. Les nuages et les éclaircies se succéderont. Les averses resteront rares dans la journée, mais elles seront présentes en fin d'après-midi sur le quart nord-est. Sur la façade occidentale, les éclaircies seront de plus en plus larges à mesure que la journée avance, mais là aussi, des averses ne sont pas à exclure. Le vent demeure faible et les températures stationnaires. 24 degrés cet après-midi du côté d'Ajaccio, 23 à Bastille, à Propia, 22 à Sartè, 21 à Calvi, Villise, la Portivecchio, Bonivaggio, 20 à Corti, Cervione, Itzic, Cavo Pietralba, 19 à Rugliano et 17 à Prunello di Fiumorbo. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente matinée. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata et à dopo.